Manufacture, ça veut dire quoi? On aime tous les montres et on est sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Quelle est la différence? Quelles sont les contraintes? Quels sont les enjeux? Et pour répondre à cette question, quoi de mieux que d'aller à Morteau, berceau historique de l'horlogerie française, pour poser la question à Yema, à l'équipe technique de Yema. Pas l'équipe commerciale, pas le marketing, l'équipe technique. J'ai voulu une réponse précise, technique à cette question-là. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va faire l'aller-retour entre Paris et Morteau, le temps d'une journée, pour aller directement à la source, comprendre comment ça fonctionne. Je suis sûr que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions ou des remarques, posez-les en commentaire, on répondra avec grand plaisir. Et c'est le moment de vous laisser avec l'équipe technique pour répondre à cette question qui nous concerne tous. Bon visionnage. Eh bien, je vais vous apporter la réponse à ma question. Je suis maintenant arrivé à Morteau. On est à l'atelier. Je suis avec 3 personnes qui vont se présenter juste après. Ils vont vous expliquer quel est leur rôle précis dans l'avancement et le succès d'Yema. Mais avant, j'aimerais poser une question à l'un de vous 3, peu importe. Pourquoi être passé en manufacture? Pourquoi avoir créé en fait un calibre manufacture? Quel est l'intérêt? Pour nous, il y avait un réel intérêt de réindustrialiser un mouvement qui soit fait à Morteau, en France, avec un maximum de parties, de composants qui viennent de l'interne ou de sous-traitance qui peut se trouver autour de chez nous. Il y a vraiment une volonté de maîtriser tout le flux, tout le process, que ce soit donc la conception, que ce soit fait à l'externe ou en interne, la fabrication des composants, et tout le suivi avec l'assemblage, le contrôle, le réglage, jusqu'à l'expédition au client. D'accord. Et du coup, quelle est ta mission et quelle est votre mission à vous deux autres? Si vous pouvez vous présenter. Alors moi je m'occupe de l'atelier, donc je m'occupe de toute la partie de l'assemblage, tout ce qui est aussi pose cadran, aiguille, emboîtage et un peu des salés. Et dans l'entreprise en bas pour la production des poumons des platines, donc c'est Julien qui s'en occupe. Et une fois que c'est produit, moi je reçois dans l'atelier tous les composants comptés par 100, parce que du coup je travaille avec des OF, donc les ordres de fabrication de 100 pièces. Et du coup je m'occupe de tout ce qui est la partie montage et aussi de la partie contrôle mouvement. D'accord. Et toi? Moi, du coup, je m'occupe donc au premier étage, comme tu l'as dit juste avant, de l'usinage. Donc moi je sors des pièces via de la matière pour monter les montres, tout simplement. Et toi, Nicolas, tu peux te présenter? Donc du coup, moi je m'occupe de la partie conception et développement. Donc mon poste c'est principalement d'accompagner le designer, les concepteurs, jusqu'à avoir un mouvement qui soit terminé ou des habillages complets terminés. Et je fais le suivi jusqu'à l'usinage, la conception, la fabrication, l'assemblage des composants, des montres terminées. Voilà, il y a vraiment tout un suivi de A à Z. Le but c'est de pouvoir avoir tous les retours d'expérience des différents ateliers et de pouvoir les répercuter dans les différents process. Et dans vos missions au quotidien, donc, j'ai compris, mais comment vous interagissez ensemble? C'est ça qui m'intéresse de comprendre. Comment ça peut s'imbriquer dans un quotidien ici à Morteau chez Yema? En fait, du coup, tous nos pièces sont usines ici, donc on a quand même des tolérances qui est dans la technique et fonctionnelle des fois, mais au niveau du montage, ça peut avoir un petit écart. On peut avoir un petit impact parfois pendant la production. Oui, parce que bon, on a des normes, il y a des tolérances qui sont basées ou basiques, mais qui peuvent ne pas trop correspondre des fois. Et ça, je m'en rends compte à l'assemblage, par exemple. Et okay. Ça, pareil, on discute ensemble, on voit ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer de tolérance. Concrètement, il peut y avoir beaucoup de communication entre nous, que ce soit donc sur la partie dès le prototypage, voilà, pendant l'assemblage, pour le SAV, on va tous un petit peu communiquer ensemble. Et comme disait Béthul, au niveau de la fabrication des composants, on peut avoir des tolérances qui peuvent jouer. Des fois, on va avoir des pièces qui sont bonnes sur le papier lors du contrôle, et une fois qu'elles passent à l'assemblage, on peut se rendre compte qu'il y a des cotes plus cotes, et on se retrouve avec des jeux qui sont mauvais. Et puis finalement, c'est là qu'il y a une discussion qui s'installe, et puis on revoit les tolérances ensemble, on essaie de les ajuster en fonction de... Parce que sur la conception, sur un ordinateur, tout est bon, tout est x100, c'est affiché d'une certaine manière.
Dans la réalité, c'est tout autre. Et c'est quoi du coup justement les points les plus problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être difficile à résoudre ou qui revient souvent ou il faut quelque chose dont il faut faire attention? Il y a un point précis ou pas? À part les tolérances, je pense qu'on est... Le reste c'est maîtrisé? Oui, et vu qu'on fait tout ici, en fait, on essaie de réparer, de résoudre le souci plutôt très, très rapidement. Ouais. Du coup, on n'a pas trop d'impact. En fait, on peut le corriger très vite. D'accord, ok. Toi tu vois un point important aussi à souligner là-dessus? Non, je suis d'accord avec Béthune. Oh, c'est vrai. On a tendance à en parler assez vite, donc on ne laisse pas traîner les choses. Et puis le problème, il est solutionné normalement tout de suite, quoi. Vous avez quoi, une vingtaine, 25 à peu près salariés ici? Ouais, on s'approche de la trentaine aujourd'hui. On s'approche de la trentaine de salariés. Et l'avantage, c'est que peu importe les ateliers, on a des personnes qui sont très polyvalentes. Ouais. Et ça nous permet justement d'avoir cette réactivité, d'avoir des personnes aussi pointilleuses que Julien, par exemple, sur l'usinage. Ça nous permet, si une production est mauvaise, on peut tout de suite repartir sur une autre prod. Il se met en route de nouveau et Béthune, quelques semaines plus tard, a déjà les nouveaux composants. Et c'est ce qui est intéressant de pouvoir... Et toi, c'est quoi tes enjeux, par exemple, Nicolas, les choses que tu améliores au quotidien, est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu travailles, du coup, dans l'amélioration des process? On a vraiment donc, les retours d'expérience, que ce soit par la production, mais également par le service après-vente. C'est vraiment un retour d'information que l'on prend et qu'on essaie de réintégrer directement dans les futurs développements ou alors pendant la période de production où on va travailler tous ensemble. Ça va être quoi par exemple? Donne-moi un exemple concret. Un exemple concret, on va voir par exemple les ébats, au niveau des ébats de rouage dans les mouvements. Ça peut devenir très compliqué parfois, notamment sur le micro-rotor, parce qu'on est sur des mouvements qui sont très fins. Donc on a des planches très fines et on a très peu de jeu du coup pour pouvoir avoir un mouvement qui fonctionne parfaitement. Et ça va être l'une des plus grosses complexités d'avoir vraiment l'usinage qui soit bon sur les différents ponts, d'avoir de l'empirage qui soit bon également, et que derrière, après, même les traitements galvaniques ou les différentes décorations, que l'on ait toujours les mêmes cotes et puis que les mouvements fonctionnent. Et après, en termes le SAV, il est ici en interne et il y a assez peu de retours quand même. C'est ça. Quelques chiffres à peu près Ouais, aujourd'hui, on a des taux de retour SAV qui sont dans la moyenne, voire relativement bas. On est en dessous, bien en dessous des 5% de taux SAV. On a une différenciation selon les calibres, entre les calibres ancienne génération et les calibres manufacture. Et on a divisé de 30% en 5 ans à peu près le taux de retour SAV. Et tu penses que depuis 2022 à 2026, du coup, l'objectif c'est qu'il y ait encore moins de SAV? Est-ce qu'il y a des composants, il y a des pièces précises en fait qui permettent d'avoir encore moins de SAV aujourd'hui et dans les années à venir? Tu as des exemples peut-être de composants spécifiques qui pourront réduire cette partie-là? On a intégralisé par exemple le pitonnage des balanciers. Parce qu'avant on ne connaissait pas ça et on faisait sous-traiter. Et par exemple depuis qu'on le fait, j'ai beaucoup moins de retouches à faire même sur le réglage. Et on le sent, j'ai gagné 30 degrés d'amplitude par exemple sur tous les mouvements. Et du coup ça nous a bien détaillé, ça nous évite d'avoir autant de retours sérieux, etc. Donc après on essaie de tout intégraliser et de faire notre meilleur possible en fait. Parce que du coup quand on sous-traite on voit bien les défauts qu'on peut corriger potentiellement en le faisant ici. Mais après c'est des trucs qu'on va toujours améliorer, qu'on améliore. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous sous-traitez, que vous avez envie d'internaliser prochainement? Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Il y a 4 ans, 5 ans, quand on est arrivé, on était tellement loin de tout ce qui se fait aujourd'hui. Pas d'usinage, pas d'empirage, le contrôle des mouvements, c'est pareil, on était moins bien équipés. On a vraiment réussi à travers les années à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux métiers en interne, comme Julien qui nous a rejoints, comme de nombreuses personnes qui nous ont rejoints, qui ont fait qu'aujourd'hui, on est cette trentaine de salariés, on a une montée en puissance qui est impressionnante et on va continuer à en avoir. Par exemple, la décoration des mouvements, c'est des choses que l'on fait à l'externe, que l'on veut maîtriser en interne. Ça va être internalisé, ça. Exactement, ce sont des choses qui vont être... C'était pas le cas, c'était externalisé avec un prestataire. Et c'est à partir de quand, ça? Alors, ce sera surtout pour les prochains projets qui sortiront. Et qu'est-ce que ça va apporter précisément par rapport à l'existant sur les mouvements manufacture? Comme on le disait, aujourd'hui on a une maîtrise qui est...
on maîtrise le contact avec le sous-traitant, mais on n'a pas forcément la maîtrise si on souhaite avoir des tolérances plus serrées ou avoir des rendus différents. On est obligé de refaire des requêtes, on fait des rapports une perte de temps, une perte d'efficacité. C'est surtout ça qui est important chez nous, c'est qu'on est assez peu nombreux finalement, 30, on communique tous ensemble, et c'est ce qui fait qu'avec cette rapidité d'exécution, on arrive à faire de grandes choses et dans un temps record. Devenir manufacture plutôt qu'emboîteur en l'espace de 3-4 ans, c'est déjà c'est une belle démonstration. Et comment tu arrives à expliquer que, tu vois, sur le mot manufacture, on est entre 1600 et 2500 euros, mis à part le tourbillon qui est à 12 000, je crois, aux alentours. Comment on peut avoir un rapport qualité-prix à ce niveau-là, quand on voit la concurrence, par exemple, suisse, qui n'a rien à envier à Yema? Comment on peut arriver à un rapport qualité-prix comme ça? Enfin, c'est assez impressionnant quand tu vois ce qui se fait de l'autre côté de la frontière, en fait. Où il n'y a pas cet équivalent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont emboîtés sur des boîtiers en acier. Ils sont sur un prix bien supérieur, en fait, à ce que vous proposez, quoi. Ça, moi, je pourrais dire que c'est grâce aussi à l'assemblage. Pour nous, chaque pièce est unique. Personnellement, nous, dans l'atelier plutôt, on vérifie toutes les pièces, que ce soit au niveau des ébats, que ce soit au niveau de la réserve de marche, du réglage, etc. On vérifie vraiment toutes les pièces, on ne laisse vraiment rien passer. Et j'ai des établis équipés de chaînes, mais on ne travaille toujours pas à la chaîne. En fait, ça nous facilite pour le montage de quelques composants, mais en fait, chaque pièce est unique. Et pourquoi on ne le ferait pas à la chaîne? En fait, on ne peut toujours pas, parce que comme disait Nicolas, en fait, on a des micro-rotors qui ont des platines super fines. Et ça, on ne peut pas l'industrialiser aujourd'hui? C'est un peu compliqué. Ça coûterait trop cher en investissement ou c'est... Des tolérances qui sont très serrées, donc pour garder ce réglage qui est parfait ou cette réserve de marche qui est de 70 heures, on évite. Donc je pense que on prend trop de temps en fait sur un mouvement. Et concernant le coût, comment on peut expliquer, enfin moi je trouve ça hyper intéressant, mais comment on peut expliquer un rapport qualité-prix à ce point? Est-ce que tu as quelques petites anecdotes ou une explication pour que les gens puissent se projeter, en fait, les gens qui vont regarder cette vidéo, qui puissent se projeter en fait en se disant, effectivement, je sais pas quoi acheter comme montre. Est-ce que je vais aller, par exemple, chez la concurrence suisse ou chez Yema, et quel est l'avantage en fait dans Yema sur cette tranche de prix qui est un peu un entre-deux finalement. On est entre la montre 1000 euros ou moins de 1000 euros et la montre à 5-6 000 euros qu'on voit beaucoup en Suisse. Il y a Christopher Ball qui vous répondra déjà sur une certaine chose. Les marges, on n'a pas tous les mêmes marges, forcément. Mais par contre, non, pour réussir à avoir déjà des calibres manufacture qui soient dans une cible de prix, on va dire, un petit peu mieux placés que certains concurrents, ça passe par des systèmes d'automatisation que l'on a au niveau, par exemple, de l'usinage, où on va avoir Julien qui va travailler avec des machines, il vous en parlera mieux que moi, mais qui ont des systèmes d'automatisation pour travailler à la chaîne. Je ne sais pas si tu peux peut-être un peu si tu peux expliquer. Oui, bien sûr. Donc moi je travaille sur une machine d'usinage 5 axes en UGV, qui est munie d'un robot qui charge la machine automatiquement. Donc, ce qui me permet de travailler du coup la nuit, les week-ends. Puis avec cette machine-là, je tiens quand même des cotes au micron sans aucune difficulté. Alors ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que elle demande pas énormément de coûts. Elle fait ce que je lui demande. Tu la programmes en fait, et elle va travailler la nuit, le week-end, la nuit aussi. Exactement. Okay. En gros, j'ai un chargeur que je viens remplir de pièces prêtes à être usinées. Et puis mon robot vient placer directement dans ma machine. Et puis les outils passent chacun leur tour pour sortir ma pièce. Tu as une marge d'erreur quand même, où c'est tout le temps parfait, où tu peux avoir... Pour vous donner un exemple, quand je relance ma machine le vendredi pour le week-end et que je reviens le lundi, la pièce que je sors, elle a bougé de 1 à 2 microns grand max, quoi. D'accord. Donc ça va, plutôt bien. Et ça, tu saurais me dire après depuis combien de temps Yema est équipé de cette machine? Alors cette machine, elle est arrivée il y a 6 mois. C'est une nouvelle manière d'usinage qu'on a intégrée, parce qu'avant on était sur de l'usinage traditionnel, où de base on devait enlever beaucoup en une passe, alors qu'aujourd'hui c'est des toutes petites passes très rapides. Comme exemple, on est à 60 000 tours minute, donc c'est énorme. Et voilà. D'accord. Et ça, c'est un point différenciant par rapport aux autres manufactures aussi. Ça nous permet justement d'atteindre une certaine productivité et réduire le coût de fabrication de nos ponts et platines. Donc, de conserver des tarifs qui ne vont pas exploser. Exactement. Au niveau de l'empirage, c'est pareil. On a une machine semi-automatisée qui nous fait l'empirage de nos ponts.
qui chasse tout dans des cotes, dans des tolérances, que ce soit de hauteur ou de chassage. Ça, c'est pareil, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et de cette manière-ci qu'on a réussi à faire aussi baisser le coût de revient de nos composants. C'est vrai qu'on voit parfois quelques concurrents, surtout suisses, qui augmentent les prix chaque année de manière assez significative. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des prix qui sont contenus. Et les étapes qui sont faites à la main encore chez vous, je dirais que c'est lesquelles? Comme je dirais, le pitonnage, parce que du coup on les fait ici à la main. Ouais. Et, Tout l'assemblage. après oui, tout l'assemblage. L'aiguillage, j'ai fait encore à la main, on n'a pas de machine qui le pont de platine. Et puis on a également la décoration de certains ponts qui sont encore faits à la main aussi. Voilà, on continue à développer de nouvelles complications. Je pense notamment à la Como que tu portes au poignet, avec son mouvement givré, qui est aussi une terminaison que l'on a créée et qui est encore réalisée à la main. Cette décoration, elle prend combien de temps à faire à la main On est sur à peu près 2 heures de décoration à la main pour un mouvement, donc pour les 4 ponts décorés. Et elle existe aussi bien sûr sans le mouvement manufacture. Alors c'est juste une version qui est légèrement différente, elle n'est pas traitée avec cette finition main et on est sur un calibre CMM29 standard avec une côte de Genève, je dis standard mais on reste quand même sur une côte de Genève soleillée, ce qui est plutôt déjà très haut de gamme, tout simplement fait machine plutôt qu'une terminaison de main. Et votre modèle préféré à tous les trois, et pourquoi en 2 mots? Celui que vous préférez, c'est quoi? Si je devais vous demander votre avis, tiens. Moi j'adore justement cette skin diver bronze avec le cadran vert, parce que du coup la nuance du vert, je l'adore. Je trouve que c'est un vert qu'on voit pas tous les jours en gros. Et j'adore cette montre. Ok. Et toi Julien? Dis-moi la vérité. Il y en a quelques-uns quand même. Si tu dois en garder une, chose que tu apprécies vraiment. Je dirais la CMM31, je pense. Esthétiquement, elle est magique. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce modèle-là. Les goûts, les couleurs, tu sais, on ne peut pas trop les négocier. Et toi, Nicolas? On a la chance de partager la même passion pour le tourbillon. Le CMM31 tourbillon sur une Superman modèle iconique, avec une boîte titane, bracelet titane, donc techniquement c'est incroyable, une lunette céramique. Et le mouvement tourbillon, c'est le rêve horloger, tout le monde rêve d'avoir un tourbillon. C'est fou d'avoir fait ce tourbillon. C'était quoi? C'était un tour de force pour dire, regardez, en France on est capable de produire un tourbillon pour 12 000 €, beaucoup moins cher que ce que font les Suisses. Le premier tourbillon qui est sorti, c'était pour les 75 ans de la marque. Et effectivement, c'était un petit clin d'œil. On l'a sorti avec un maréographe en plus. On est quand même dans un univers plutôt plongé, sport mécanique, mais également plongé, univers nautique. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de marquer cet anniversaire-là. Et c'est pas le dernier anniversaire qui sera marqué. Il y a d'autres surprises qui vont arriver. Combien d'exemplaires déjà pour le tourbillon? Alors pour les premières séries, il y avait 75 exemplaires de chaque couleur. Et la dernière version, c'est même 31 qui nous fascine. Du coup, on était sur 100 exemplaires qui ont quasiment tous été vendus. Il en reste 1 ou 2, je crois. Si jamais tu veux passer les voir en repartant, si je veux passer les voir, j'irai les voir. Alors, je te laisse me parler de ce modèle et j'aimerais que tu me dises, si tu as la réponse, je pense que tu l'as, combien de temps il faut pour fabriquer cette montre? Je veux que les gens qui regardent cette vidéo se disent, il me faut tant de temps, faire intervenir tant de personnes ici, en interne en France, à Morteau, pour fabriquer cette montre. Alors, pour fabriquer une montre manufacture, donc que ce soit les CM10, CM20 qu'on monte ici, on a un temps de 2 semaines pour monter le mouvement de A à Z, avec le contrôle bien sûr. Donc j'ai 1 semaine de montage mouvement pour 100 pièces, et après je les fais tourner déjà pour le contrôle, que ce soit remontage manuel, remontage automatique. Je les laisse reposer pour contrôler la réserve de marche. Après pour les réglages, je vous laisserai mon collègue Maxime. Non, il va arriver après. Voilà. Et du coup, en fait, ça nous prend carrément 2 semaines pour qu'on ait des mouvements fonctionnels sûrs et certains qu'ils n'ont aucun problème, etc. Et ensuite, pour l'emboîtage, on est plutôt une personne en emboîte entre 20 et 30 par jour. Parce que du coup, on a des fonds vitrés, un mouvement qu'il faut garder très propre, etc. Donc on prend le temps. Il faut qu'on ait aucune poussière, aucun petit défaut. Donc on contrôle la planité de nos aiguilles, la qualité des cadrans. Après, on l'emboîte. Ensuite, on a le contrôle étanchéité. Donc, nous, on est ici équipé de 2 machines Litchi qui fait le test à l'air.
plus, du coup, on peut le contrôler jusqu'à 10 bars parce qu'on est équipé d'un compresseur pour ça. Mais nos boîtes sont déjà testées chez le fournisseur Allo. Parce que du coup, on a quand même des montres qui sont proches à 200, 300 mètres, tout ça. C'est ça. On les fait déjà tester. Et ensuite, nous, on recontrôle l'étanchéité quand même pour être sûr. Donc ça nous prend quand même... Avec combien d'intervenants, tu dirais, ici en interne, qui à peu près? Après, si on part vraiment de la naissance du mouvement, il y a aussi la partie usinage. Donc il y a quand même... Pour que les gens se projettent, en fait, quelqu'un qui se dit j'ai envie d'acheter une Yema, je vais dépenser 2200 €. Quel est le travail en fait? C'est ça que j'ai envie de retransmettre. J'ai pas envie que les gens se disent la montre c'est facile à faire, etc. C'est juste emboîté. Ben non, en fait, c'est pas juste emboîté. Oui, parce qu'en fait, il y a l'étape conception, production des ponts platines. Après, il y a aussi tout ce qui est sablage, galvanisation, parce que du coup, on travaille avec des ponts soit noirs, soit gris. Donc, c'est comme un traitement. Après, on a la machine, donc la personne qui s'occupe du garnissage. On a exactement l'empirage. Après, on a la personne au stock qui prépare tous les composants. Parce que même si on a des roues, etc. qu'on achète, il faut les préparer. Donc on a cet intervenant-là aussi. Les contrôleuses qui s'occupent de tout le contrôle esthétique. De la personne qui règle, de la personne qui contrôle le mouvement aussi. Donc ça prend plus de 2 semaines tout ça. Voilà. On a bien une vingtaine de métiers différents. Qui passent différents. Donc pareil, donc ça représente une dizaine d'intervenants en interne sur une seule montre, plus tous les intervenants externes, comme on le disait, pour les composants que l'on ne gère pas encore en interne, ou les opérations qui sont effectuées à l'extérieur. Donc c'est impressionnant. Et entre 2020, comme je disais au début, entre 2022, donc passage à manufacture, et maintenant, tu sens que le cahier des charges s'est durci, il y a de plus en plus d'exigences en termes de produits. Et purement, tu as noté une vraie différence. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une très grosse différence, aussi bien dans les termes de réglage, en termes de qualité, technique, et puis exigence niveau rendu visuel, qualité perçue du produit. Les clients aujourd'hui nous demandent de plus en plus de qualité perçue. Et, sur quel aspect, juste pour rebondir, tu dirais notamment tout ce qui va être plus perceptible pour le client, tout ce qu'il va pouvoir manipuler, que ce soit donc, au niveau de la couronne, la lunette, les aiguilles, le bracelet. C'est vraiment tous des aspects qui sont travaillés aujourd'hui de manière toucher, plus conséquente. Vraiment à ce qui est, il faut que ce soit parfait, quoi. Tout à fait. On est moins dans la montre outil qui doit être efficace, il faut que ce soit vraiment... On a vraiment cette demande des deux parties, qui sont très importantes. Ouais, bien sûr, je comprends. Et d'ailleurs, je rebondis, on parlait du réglage tout à l'heure, j'ai laissé un peu de suspense parce qu'on a un intervenant qui va arriver, c'est Maxime, qui travaille ici, dans cette pièce. Je propose qu'il arrive. Maxime ? Bonjour Maxime. Bonjour. Ravi de te rencontrer et d'avoir surtout ton avis sur le réglage. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais avant, je vais te mettre le micro. C'est bon, j'y vais. Donc Maxime, avant que tu nous parles de ton métier et ton apport pour Yema spécifiquement, j'aimerais que tu te présentes. Je m'appelle Maxime, du coup effectivement. Et puis je vais faire très court. À la base, moi je viens pas de Morteau, je viens de Champagne-Ardenne. J'ai fait mes études dans l'horlogerie à Jean Jaurès, à Rennes. Et puis ensuite, je suis arrivé dans le coin, tout simplement. Ça se passe bien, t'es content? Ça se passe bien, ouais. Je suis content. Ouais. Bon, très bien. Et du coup, toi, t'es sur la partie réglage. C'est toi le monsieur réglage de chez Yema. Ouais, c'est ça. Et en quoi consiste ton travail? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas expert en technique, qui regarde cette vidéo et qui a envie d'acheter une Yema, qu'est-ce que tu peux lui dire sur ton expertise que tu as? En gros, la partie réglage, c'est très simple. C'est le moment où on a donné sa précision au mouvement, et donc à la montre, dans les finalités. Et donc, pour vulgariser, on fait en sorte que vous arriviez à l'heure à vos rendez-vous ou à n'importe quoi d'autre. Pour ça, je mets d'appareils qu'on appelle des chronocomparateurs qui imitent les mouvements du poignet, donc dans plusieurs positions, les positions que le porteur ou la porteuse de la montre emprunte le plus par jour, tout simplement. Et puis ensuite, à l'aide d'un logiciel, je viens faire ce qu'on appelle des séquences qui prennent la forme de tableaux. Et ces tableaux me donnent des valeurs qui vont me permettre de savoir justement si déjà
Nos mouvements rentrent bien dans les tolérances qu'ici on s'est fixé chez Yema. Qui sont Ça dépend des calibres. Des CMM10 c'est de -3 à +5 et des CMM20, CMM29 c'est -5 à +7. D'accord. Et après avec ces différentes valeurs, moi je viens faire la retouche si nécessaire. Donc en général au premier réglage forcément il y en a besoin. Mais après effectivement aussi ça me permet de savoir s'il y a un problème ailleurs grâce aux valeurs que j'obtiens dans le mouvement. T'es là depuis combien de temps déjà? Ça va faire presque 1 an, je crois, dans quelques jours. Hein. Et avant que tu arrives, du coup, la précision était moindre. Il y a une différence entre depuis que tu es là et avant que tu arrives ou pas? Bon, bah ça, j'en sais rien du tout. Quelqu'un d'autre avait ton poste? Oui, parce qu'il y a eu des changements dans l'équipe. D'accord. Mais effectivement, avant, c'était quelqu'un d'autre qui était à ma place. Ouais. D'accord, ok. Donc, du coup, les tolérances sont plus exigeantes, sont plus serrées. Maintenant, on est passé de -15 à +15, -15 plus 15 à... Alors que maintenant, on est sur du -3 +5 pour le CMM10, -5 +7 pour le CMM20, CMM29. Okay. Donc c'est clair qu'il y a eu quand même un petit gap en termes d'amélioration entre ces différents calibres. Proche du COSC suisse, le fameux COSC. On essaye. Ça arrive doucement. En tout cas, ça se chemine de cette façon. C'est bien, ça prend la bonne direction. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Yema, pour la suite? Nicolas, est-ce que tu as un peu une vision de dans quelle direction Yema va? J'ai l'impression que moi, suite à notre échange, on est dans une exigence technique qui est de plus en plus présente, due en calibre manufacture, et ensuite il y a une amélioration continue en fait au fur et à mesure. Et là, il y a de nouvelles choses qui vont sortir, techniquement en termes de calibre, sans nous trahir de secrets. J'ai quand même l'impression que tu essaies d'avoir des informations sur ce qui va sortir. Quelle est la suite des événements en fait? Quelqu'un qui regarde cette vidéo Non, au niveau des prochains projets, on a aussi bien des phases de complication sur des calibres que l'on possède déjà, mais également on travaille aussi sur d'autres aspects, d'autres innovations en termes de mouvement que l'on pourrait sortir. Donc il y a vraiment différents projets en cours. On a 2 concepteurs qui nous ont rejoints, alors qu'il y a 1 an on n'en avait aucun. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de projets sont dans les bacs. On espère pouvoir les présenter très bientôt. Parce que les calibres de 2020, les calibres qui ont été présentés en 2020, ils n'ont pas évolué, c'est toujours les mêmes. Ils ont été améliorés, mais c'est toujours les mêmes calibres. Les calibres manufacture, CMM10, CMM20, en fait, on a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites au niveau de la qualité, comme on a pu le dire juste avant, alors, avec toute l'internalisation et puis des nouvelles machines, de nouvelles compétences. Mais en soi, les calibres sont restés les mêmes, hormis le 20 qui est passé en 29, où on a pu sortir une seconde à 9h. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. La date sur le CMM10, qui a été une belle petite complication aussi à sortir. Et donc désormais, voilà, on va se concentrer sur de nouvelles choses. Merci pour votre temps à tous les 3. C'était très intéressant pour nous. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et très content d'avoir découvert ça et j'ai hâte d'en savoir encore plus. Donc merci. Merci à toi. Merci à toi. Du coup, j'ai eu ma réponse. Je vais rentrer à Paris. J'ai eu ma réponse en venant un morceau chez Yema de ce que c'est qu'une manufacture française, de ce que ça apporte, des contraintes également. Franchement, très satisfait. J'ai eu la réponse à ma question de ce matin. Maintenant, il est temps de rentrer à Paris.